Une femme noire est arrivée à l'hôpital, pliée en deux de douleur. Mais au lieu de l'aider, le médecin blanc lui a lancé un regard froid et lui a dit « c'est juste de l'anxiété ». Quelques minutes plus tard, elle s'est effondrée dans la salle d'attente, tandis que tout le monde détournait le regard. Mais son mari était arrivé. Et lorsque cet homme est entré et a vu sa femme inconsciente sur le sol froid de l'hôpital, ce qu'il a fait ensuite a assuré que tout l'hôpital n'oublierait jamais. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Nous aimerions connaître votre avis. Angela Moore, professeure d'histoire noire au lycée, était plongée dans la préparation de ses cours lorsqu'une douleur abdominale soudaine et fulgurante la saisit. Elle se tordit comme une main de fer, lui serrant l'estomac, laissant son visage complètement vidé de toute couleur. Son souffle s'accéléra. Elle ravala un cri. Son cœur martelait violemment ses côtes, menaçant d'exploser. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était une menace, un avertissement viscéral. Sans hésiter, Angela comprit qu'elle devait se rendre à l'hôpital immédiatement. Elle héla un taxi et exhorta le chauffeur à se précipiter à l'hôpital Whitestone, l'établissement le plus réputé de la ville, où elle s'accrochait à un fragile espoir. En entrant à Whitestone, une forte odeur d'antiseptique lui piqua les narines, et un froid glacial lui transperça la peau. Des annonces impersonnelles résonnèrent dans les haut-parleurs, rappelant constamment qu'ici, chacun n'était qu'un numéro. Lors de la réception lumineuse, Angela entendit vaguement des rumeurs étouffées sur Whitestone. Un endroit où les soins se mesuraient à la position sociale et à la couleur de peau. Mais la douleur éclipsait désormais toute raison. Elle ne désirait qu'un soulagement à l'agonie qui la consumait. Juste devant Angela, une femme bien habillée s'approcha. La réceptionniste, à l'air fatigué, afficha instantanément un sourire chaleureux, ses yeux s'illuminant à la vue de l'élégante patiente blanche. « Oui, mademoiselle Sarah, la clinique est prête. » « Entrez vite », roucoula la réceptionniste, ses mains s'occupant avec efficacité des papiers comme si tout avait été réglé à l'avance. Angela serrait fermement la bandoulière de son sac à main, réprimant un hoquet. La réceptionniste lui jeta un rapide coup d'œil, évaluant superficiellement sa peau naturellement foncée et ses vêtements simples, puis reprit sa conversation, ignorant complètement la détresse évidente d'Angela. Finalement, la réceptionniste se tourna vers Angela, la voix sèche. « De quoi avez-vous besoin, mademoiselle ?» Angela, luttant contre la douleur, parlait d'une voix tremblante. « J'ai de fortes douleurs abdominales et des difficultés à respirer. Mon cœur bat la chamade. » La réceptionniste tapait avec insistance sur son ordinateur, marmonnant. Douleurs abdominales, léger essoufflement, semble excessivement anxieuse. Elle ne prit même pas la peine de lever les yeux, désignant froidement la salle d'attente. Les urgences sont débordées. Veuillez vous asseoir et patienter. Vos symptômes ne sont pas aussi graves que ceux des autres patients. Dans l'esprit de la réceptionniste, les mots du docteur Kellen résonnaient. Ces patients à bas salaire, surtout les femmes noires, exagèrent souvent pour être prioritaires. Faites-les simplement attendre. Ne me faites pas perdre mon temps. Elle avait une confiance absolue en Kellen, ayant été formée par lui à évaluer efficacement les personnes. Elle ne ressentait aucune culpabilité, persuadée même de faire ce qu'il fallait pour améliorer l'efficacité de l'hôpital. Le refus de la réceptionniste frappa Angela comme une gerbe d'eau glacée. La douleur s'intensifia, accompagnée d'une sensation de serrement dans la poitrine. Elle trembla, ses jambes cédant soudain. « Mais j'ai vraiment très mal. J'ai l'impression que je vais m'effondrer. S'il vous plaît. Donnez-moi la priorité, » dit-elle d'une voix brisée, les larmes ruisselant sur son visage. La réceptionniste ne la regardait toujours pas, se contentant de pointer froidement vers les chaises d'attente. « J'en ai pris note. Vous devez attendre, comme le protocole l'exige. » Elle se détourna, ignorant complètement la petite tache de sang sec sur la manche d'Angela après s'être grattée inconsciemment de douleur. Angela s'affala sur une chaise, le corps secoué de tremblements incontrôlables, les yeux emplis d'un désespoir absolu. Elle tenta de protester avec fureur, mais seuls des sanglots étouffés en sortirent. Le haut-parleur continuait d'appeler les noms des autres patients, chaque annonce étant un couteau qui se tordait dans sa plaie. Autour d'elle, des regards indifférents hélas. Angela se sentait complètement seule au milieu d'une mer de gens. La réceptionniste regarda Angela à contre-cœur,
la scrutant rapidement avant de se retourner vers son ordinateur. Elle avait déjà envoyé un mot au docteur Kellen. K-Medicaid. Douleurs abdominales courantes, semble excessivement anxieux, noté comme ayant des antécédents d'exagération. Très bien, allez dans la chambre numéro 3, dit brusquement la réceptionniste. Les yeux pleins de jugement. Attends le docteur. Angela se traîna jusqu'à la petite pièce froide. Une forte odeur de désinfectant flottait dans l'air. Son corps tout entier tremblait de façon incontrôlable, le visage pâle, les mains serrées sur son ventre. Elle lutta pour réprimer une envie de vomir. Quelques minutes plus tard. Le docteur Kellen est entré. C'était un homme grand, plutôt corpulent, d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel lissés en arrière, révélant un front haut et des yeux bleus froids. Fatigué mais empreint d'arrogance. Le visage de Kellen affichait souvent un air dédaigneux, comme si tout était sous son contrôle. Il tenait une pile de dossiers de patients. Son regard balayant Angela et se posant sur la note de la réceptionniste. Dans l'esprit de Kellen, une pensée familière lui traversa l'esprit, un autre exagérateur qui me faisait perdre mon temps. Kellen avait exercé pendant plus de 2 décennies et, au cours de cette période, il avait développé son propre système de classification des patients, non pas basé sur la médecine, mais sur des préjugés. Il pensait qu'il n'était pas raciste, mais simplement réaliste, optimisant son temps pour les patients vraiment importants. Les patients blancs qui payaient tous leurs impôts et avaient une bonne assurance. Le préjugé selon lequel les patients noirs et ceux bénéficiant de Medicaid exagéraient souvent leurs symptômes était profondément ancré en lui. Il ne ressentait aucune culpabilité, croyant même qu'il faisait la bonne chose. « Tu as mal au ventre. » « Depuis quand ?» demanda Kellen d'une voix neutre, indifférente, sans regarder Angela directement. Angela essaya d'expliquer. La voix tremblante. « Oui, j'ai mal depuis ce matin. Maintenant, je suis essoufflé et mon cœur bat la chamade. » Kellen grogna en parcourant la note. Il n'a pas demandé plus de détails. Ordonnant simplement « Allongez-vous ». Il a rapidement placé son stéthoscope sur son abdomen, en appuyant légèrement sur quelques points. Angela gémit doucement. « Où avez-vous mal ? » ?»« Tiens. » »« Monsieur, » murmura Angela en désignant son bas-ventre. Il émit un grognement dédaigneux, puis se leva brusquement, tourna le dos et commença à écrire. Angela sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'était qu'un numéro. « Comme je le pensais, » dit Kellen, satisfaite. « Rien de particulier. Juste des douleurs abdominales banales dues à l'anxiété. Ces gens sont toujours comme ça. Ils exagèrent leurs symptômes. Ça me fait perdre du temps et m'empêche de me concentrer sur les vraies urgences. » Après un moment de silence, Kellen se retourna, le regard fixé sur la porte. « Vous ne ressentez que de légères douleurs abdominales, probablement dues à une anxiété excessive. C'est fréquent. » Il s'arrêta, son regard se posant subtilement sur sa peau brune. « Pour les personnes ayant des états psychologiques plutôt instables. Je vais vous prescrire des analgésiques et un léger sédatif. Rentrez chez vous et reposez-vous. » Il parlait avec assurance, sans intention d'offenser directement. Mais ses préjugés raciaux profondément ancrés et son manque de professionnalisme l'ont conduit à rejeter complètement la possibilité de la grave maladie d'Angela. Une vague d'indignation monta en Angela. Ce fut comme une gifle. Le cœur d'Angela se serra. Angoisse excessive, état psychologique instable. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle aurait voulu protester, crier que cette douleur n'était pas due à l'anxiété, qu'elle était vraiment atroce, mais sa gorge se serra. « Mais je me sens vraiment mal. »« Ce n'est pas seulement de l'anxiété, » tenta de dire Angela, les larmes aux yeux. Kellen ignora ses paroles et ferma le dossier d'un claquement de doigts décisif. « Je vous ai dit que c'était mon diagnostic. Prenez simplement vos médicaments, et si ça ne fait rien, revenez plus tard. Nous avons beaucoup d'autres patients qui attendent. » Il parla froidement et se retourna pour quitter la pièce immédiatement. La porte se referma, laissant Angela seule dans la pièce indifférente. Tourmentée par la douleur physique et l'agonie de la discrimination. La douleur s'intensifia, plus forte que jamais. Angela croyait qu'elle était en train de mourir. Elle s'est levée du lit avec difficulté, son corps se balançant. « Docteur, je n'exagère pas, » s'écria Angela, la voix brisée, étranglée. « J'ai tellement mal. Mon cœur bat la chamade. Je n'arrive pas à respirer. »
S'il vous plaît, faites des examens. Je connais tellement de gens qui sont mal diagnostiqués parce qu'ils n'ont pas l'air assez malades. Des larmes coulaient sur son visage, se mêlant à une sueur froide. Je tiens à peine debout. J'ai l'impression de mourir sous vos yeux. Sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Kellen haussa les épaules avec dédain, plongé dans ses notes. Il a ignoré la supplication désespérée d'Angela, se sentant même agacé qu'elle ose contester son diagnostic. Il ne vit aucun désespoir véritable dans ses yeux, seulement un cas problématique qui devait être rapidement classé. J'ai posé mon diagnostic. Il vous suffit de vous reposer et de prendre régulièrement des analgésiques. Ne vous inquiétez pas trop. Vous devriez rentrer chez vous et laisser la place aux patients qui ont réellement besoin d'une intervention. Il lui tendit une ordonnance et se détourna, fermant toutes les portes de l'espoir. Angela tremblait, tout son corps s'effondrait, agrippant le bord de la table. Elle n'avait plus la force de crier, seuls des sanglots étouffés s'échappaient. Kellen se leva brusquement. Le visage irrité. Il désigna la porte d'une voix froide mais ferme. « Si vous ne vous calmez pas, je ne pourrai pas poursuivre l'examen. Veuillez quitter la salle. D'autres patients attendent. » Il tourna le dos et appela la sécurité. L'humiliation et l'indignation s'envenimèrent en Angela, atteignant un point de rupture. Angela sortit en titubant de la salle d'examen. Chaque pas lourd comme du plomb. La douleur était comme 6000 couteaux lui transperçaient l'abdomen, s'enfonçant profondément dans ses os. Elle a dû s'appuyer contre le mur, la tête qui tournait. Tout autour d'elle devenant flou. Sa respiration devint saccadée, chaque halètement lui donnant l'impression que ce serait le dernier. Elle essaya de pousser un dernier cri. Mais ce n'était qu'un faible son étouffé avalé par sa gorge. Tout espoir s'est effondré. Son corps a cédé. Un froid glacial s'insinua dans la peau d'Angela. Elle tituba vers une chaise vide dans la salle d'attente et s'effondra, épuisée. Sa tête s'affaissa contre le mur froid, des larmes mêlées à la sueur coulant sur son visage pâle. Son regard était vide, rongé par le désespoir, vidé de toute lueur de vie. Tout son corps tremblait de façon incontrôlable. Ses lèvres devinrent bleues. Tandis que de subtiles convulsions commençaient à se former. Angela agrippa son téléphone, la main tremblant violemment. Le lâcha une fois avant de rassembler toutes ses forces pour le reprendre au son dernier espoir de survie. Elle appela Marcus. Sa voix était brisée, saccadée, brisée. Chaque mot ponctué d'une forte toux. Elle se couvrit la bouche, sentant une tache de sang fraîche sur sa paume, signe évident d'une grave hémorragie interne. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Marcus, je ne vais pas bien. Sa voix se brisa à nouveau, étranglée par une nouvelle toux violente. Les médecins et les infirmières, ils ne me croient pas. Ils disent que j'exagère. S'il vous plaît, venez. J'ai tellement peur. Je ne veux pas mourir ici. Sa respiration haletante devint plus lourde, son corps convulsant. Marcus, je n'arrive plus à respirer. Sauve-moi. J'ai peur. Peur de ne pas y arriver. Viens, s'il te plaît. Viens vite. Sa voix s'estompa, devenant faible et ténue, comme une flamme mourante. Bien qu'il se trouvait à quelques kilomètres d'une réunion importante, Marcus Moore, un cadre technologique blanc, grand et puissant, percevait immédiatement l'urgence de chaque mot. Il n'avait jamais entendu sa femme aussi paniquer. Il ne pouvait hésiter une seule seconde. Il abandonna la réunion, quitta précipitamment son bureau. Héla un taxi et exhorta le chauffeur à aller aussi vite que possible. Entre l'appel d'Angela et l'arrivée de Marcus à l'hôpital, il ne s'écoula pas plus de 15 minutes. Le téléphone glissa des mains tremblantes d'Angela. Elle s'affaissa encore plus sur la chaise, convulsée violemment, bouche bée, luttant pour respirer. Seuls de faibles sifflements s'échappèrent avant de sombrer dans le silence. Sa respiration devint superficielle, à peine perceptible, telle une bougie vacillante approchant de son dernier souffle. Elle fixa le plafond d'un air absent avant de fermer lentement les yeux, sombrant dans l'inconscience. Pendant quelques secondes, personne ne la remarqua. La vie continuait autour d'elle. Quelques passants la regardaient avec indifférence, pensant qu'il s'agissait simplement d'une patiente fatiguée qui se reposait. Puis la réceptionniste s'est précipitée. Malgré la mort d'Angela. Ses mouvements étaient lents, contraints par des protocoles stricts qu'elle avait été formée à suivre. Elle n'a pas immédiatement appelé les secours,
marmonnant plutôt, elle s'est évanouie. Pourquoi est-elle si dramatique? Elle a sorti son talkie-walkie mais a hésité quelques secondes de plus avant d'envoyer finalement un signal de détresse urgent. Ce retard obstiné. Ces secondes cruciales perdues ont poussé Angela dans un état critique, qui aurait été fatal sans l'arrivée de Marcus. À ce moment précis, les portes de l'hôpital se sont ouvertes brusquement et Marcus Moore est entré comme un ouragan, imposant, ses cheveux châtains foncés ébouriffés, sa peau pâle et rouge. Sa chemise était tachée de café. Ses yeux étaient rouges d'inquiétude, son visage était marqué par la tension et la peur mêlée de fureur. Il courut dans le couloir, les yeux frénétiquement scrutants. « Angela. Où es-tu? Je t'ai appelé une douzaine de fois. » Puis il la vit, étendue sur le carrelage froid près de la réception, quelques infirmières penchées sur elle. Ses mains, qui serraient son ventre quelques instants auparavant, s'étaient relâchées. Son corps tremblait légèrement, son visage blême, sa respiration était courte et hésitante. Une petite tache de sang sec au coin de sa bouche était plus claire qu'avant. Une terreur totale serra le cœur de Marcus, son monde s'écroula. Son visage se crispa. Son regard passant du désespoir à la rage brûlante. Un rugissement furieux s'échappa de sa gorge, résonnant dans le couloir. Bien que sa voix fût empreinte d'inquiétude. Elle possédait l'autorité profonde d'un homme puissant, attirant instantanément tous les regards. Il s'agenouilla à côté d'elle, les mains tremblantes tandis qu'il berçait son corps froid. « Angela. Réveille-toi. Il y a quelqu'un ici? Ma femme est mourante. » Ses cris furent étouffés par l'air stérile, mais son autorité et son désespoir transpercèrent, attirant l'attention. Il lança un regard noir à la réceptionniste paniquée, les yeux flamboyants. « Que fais-tu là? Appelle les urgences, maintenant. » Ces paroles la blessèrent profondément. Une accusation qui ne la laissa aucune place à l'hésitation. Tremblante, elle lança immédiatement l'alerte et coordonna les infirmières pour installer Angela sur une civière. Angela a été transportée d'urgence aux urgences. Marcus la suivit de près, lui serrant fermement la main, sans jamais la quitter. Pendant que le personnel médical travaillait. Marcus agissait avec la détermination d'un dirigeant chevronné. Il n'a pas pris le temps de filmer ou de publier sur les réseaux sociaux. Il a plutôt appelé le directeur juridique de son entreprise. David Chen, un avocat avisé et respecté. David, l'état de ma femme est critique à Whitestone. Le personnel a fait preuve de négligence, avec des signes évidents de discrimination raciale. J'ai besoin que vous meniez une enquête et que vous conserviez toutes les preuves, les images de sécurité, les dossiers, tout. Préparez-vous à la plus grande bataille juridique que cet hôpital ait jamais connue. Mobilisez toute votre équipe. Nous avons besoin de preuves pour qu'il ne puisse pas échapper à la justice. Ensuite, il a appelé le vice-président des communications, un talentueux expert en relations publiques. J'ai besoin d'un communiqué de presse urgent, détaillant l'incident. L'état de santé de ma femme et les signes de discrimination. Contactez les principaux médias, les groupes de défense des droits humains et les organisations de la communauté noire. Je veux que cette histoire devienne une cause nationale. Je la diffuse sur tous mes réseaux sociaux. Dans les 15 minutes qui ont suivi l'effondrement d'Angela, la machine juridique et médiatique de Marcus était en pleine action. L'hôpital Whitestone a été inondé d'appels de la part d'avocats, de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme, forçant le conseil d'administration à se réunir d'urgence. La pression exercée par un dirigeant puissant a été immédiate et écrasante. Quelques heures après l'incident, le directeur de Whitestone, M. Harris, a dû faire face à de vives critiques. Des appels de la presse, des organisations de défense des droits de l'homme et des autorités de l'État ont assailli son bureau. Les actions de l'hôpital ont chuté et des manifestations ont commencé à l'extérieur. Dans son bureau, la tension était étouffante. Monsieur Harris, un homme blanc pâle d'une soixantaine d'années. Des gouttes de sueur perlant sur son front, semblait paniquer ou sa résignation habituelle remplacée par la peur. Le docteur Kellen se tenait à proximité, autrefois suffisant et provocateur. Maintenant visiblement ébranlé par la crise. L'infirmière Evelyn Reed était également présente, la tête baissée, les larmes séchées depuis longtemps, les yeux encore rouges de peur. Marcus était assis en face de Monsieur Harris, le visage froid et résolu. Il a peu parlé, déposant une épaisse pile de documents compilés par son équipe juridique, enregistrement d'appels, témoignages de lanceurs d'alerte,
rapports médicaux sur des diagnostics tardifs et preuves détaillées de comportements discriminatoires. Monsieur Harris tremblait en les feuilletant. Monsieur Moore. Nous reconnaissons la gravité de la situation. C'était une erreur inacceptable. Marcus le coupa brusquement, d'une voix ferme et impitoyable. Erreur? Ma femme a failli mourir à cause d'une discrimination raciale flagrante de la part du docteur Kellen et de l'infirmière Reed. Ils ont donné la priorité à une patiente blanche. Je ne veux pas d'excuses en l'air. Je veux la justice et un changement systémique. Si vous n'agissez pas immédiatement et publiquement, je veillerai à ce que Whitestone devienne un symbole national de discrimination médicale. Et ce n'est pas seulement les médias qui sont concernés, j'impliquerai les enquêteurs criminels. ChatGPT a dit. Kellen était encore en proie à la colère et à la défensive. J'ai simplement suivi le protocole professionnel, insista-t-il. Elle montrait clairement des signes d'anxiété excessive. Je n'ai fait aucune discrimination. J'ai simplement posé un diagnostic basé sur mon expérience. Il s'accrochait obstinément à ses convictions, totalement inconscient de la gravité du problème et convaincu d'être lésé. Marcus lança un regard noir à Kellen, la voix tranchante comme un couteau. Protocole professionnel? Vous avez ignoré une femme mourante parce qu'elle était noire et bénéficiait de Medicaid. Vous avez douté d'elle à cause de vos préjugés. Cette indifférence a failli lui coûter la vie. Vous et cette infirmière avez négligé une patiente à cause de sa couleur de peau et de son assurance. Et vous, directeur Harris? Vous avez toléré cela bien trop longtemps. L'infirmière Evelyn Rhee se tenait à leur côté, incapable de parler, baissant simplement la tête tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. Les remplis de honte et de peur. La peur des conséquences judiciaires et le remords pour son acte l'avaient profondément brisé. Le directeur Harris soupira lourdement, le regard impuissant. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Docteur Kellen. Vous serez immédiatement suspendu et ferez l'objet d'une enquête officielle de l'Ordre des médecins de l'État pour discrimination grave et négligence médicale. Vous risquez de voir votre licence médicale définitivement révoquée. Mademoiselle Evelyn Rhee sera immédiatement licenciée pour négligence grave et manque de professionnalisme. Notre hôpital ne fournira aucune référence pour elle, ce qui lui rendra difficile de reprendre le travail dans le domaine médical. Il a ajouté. Notre hôpital présentera des excuses publiques à la famille Moore et procédera à une réforme complète de nos procédures d'admission et d'évaluation des patients afin de garantir l'absence de toute partialité à l'avenir. Nous coopérons pleinement avec les autorités et les médias. Hélène se figea, le visage blême, le regard mêlé de choc, de colère et de terreur. Il ne dit rien. Reculant simplement, le regard vide. Evelyn Rhee sanglotait sans retenue, les regards ostracisés de ses collègues la faisant trembler. Elle sortit de la pièce, les épaules affaissées. Le visage complètement perdu. À son retour chez lui après cette intense confrontation, le docteur Kellen était encore tendu et en colère. Il se croyait victime d'une attaque déraisonnable. Accusé à tort d'une discrimination qu'il considérait comme inventée. Il voulait s'en prendre à quelqu'un, au système qui l'avait mis dans cette situation. Ce soir-là, sa fille Mia était assise dans le salon, la lumière de son téléphone projetant une lueur d'inquiétude sur son visage. Elle avait vu les informations concernant son enseignante, Angela Moore. Sur les réseaux sociaux et les principaux sites d'information, le nom de son père étant constamment mentionné dans des articles critiques. Le cœur de Mia se serra en lisant les commentaires furieux et déçus de la communauté. Lorsqu'Hélène entra, Mia leva les yeux fixés sur son père, dénués de toute chaleur. « Papa. Qu'as-tu fait à mademoiselle Angela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais chargée d'accusations. Elle tendit son téléphone, dont l'écran affichait un article titré. Le médecin le plus blanc accusé de racisme laisse une patiente dans un état critique. Kellen fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que la nouvelle se répande si vite. Et certainement pas à ce que sa fille l'apprenne. Il s'efforça de conserver son air dédaigneux, le ton teinté d'irritation. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses, Mia. Ils exagèrent délibérément pour me nuire. J'ai juste fait mon travail. Elle exagérait ses symptômes. Tu ne comprends pas? Mia secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, papa. J'ai tout lu. Mademoiselle Angela est une très bonne prof. Elle n'exagère jamais. En plus. Mia marqua une pause,
les yeux emplis de douleur et de surprise. Mademoiselle Angela est ma prof d'histoire. Elle enseigne si bien. Elle se soucie toujours de ses élèves. Tu l'as ignorée juste parce qu'elle est noire et qu'elle a une assurance maladie à faible revenu. Tu avais tort, papa. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je suis tellement déçu de toi. La voix de Mia se brisa, ces mots transpercèrent le cœur de Kellen comme des milliers d'aiguilles. Kellen se figea. Le visage pâle. Angela Moore. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à ce nom, bien qu'il figurât dans son dossier médical. Maintenant, l'entendant de la bouche de sa fille. La vérité le frappa comme un couteau tranchant. C'était le professeur même que Mia aimait, celui qu'il venait de juger et d'ignorer cruellement. Cette prise de conscience fut un coup plus dur que n'importe quelle accusation ou sanction. La profonde déception dans les yeux de sa fille, l'enfant qu'il avait toujours aimé et dont il avait toujours voulu être un modèle, brisa tous ses mécanismes de défense et toute once d'arrogance en lui. Il réalisa soudain à quel point il avait commis une erreur grave, non seulement avec Angela, mais aussi avec les valeurs mêmes qu'il voulait transmettre à son enfant. Une honte et un regret sincère commencèrent à le ronger plus profondément que n'importe quelle peur juridique. Il avait tout perdu et, plus important encore, il avait perdu la confiance de sa fille. Kellen baissa la tête, les mains sur son visage, et murmura, « Papa, j'ai eu tort, Mia. Je suis vraiment désolé. » Des larmes de remords tardifs ruisselaient sur son visage pâle. Il serra Mia dans ses bras, sanglotant. Mia le serra contre elle, les larmes aux yeux. Mais dans cette étreinte, il y avait de la compréhension et une faible lueur d'espoir de changement. Après cette nuit, Angela est restée dans un état critique pendant plusieurs jours, sa vie ne tenant qu'à un fil. Après de nombreux tests et examens minutieux, les médecins ont confirmé qu'elle souffrait de lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune complexe. Et qu'elle avait souffert de complications graves telles qu'une péritonite et une anémie aiguë. Le retard dans l'admission initiale et le diagnostic a gravement aggravé son état, l'exposant à un risque élevé de décès et nécessitant un traitement intensif prolongé. Elle a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour traiter la péritonite. Une complication qui aurait pu être évitée avec un diagnostic rapide. Après plusieurs semaines de convalescence et de traitement intensif, de petits signes d'amélioration ont commencé à apparaître. Sa respiration devint plus régulière, ses halètements étouffés disparurent. La couleur pâle de ses lèvres reprit peu à peu un rose éclatant, telle une fleur qui éclot après un orage. Chaque jour était une petite bataille, mais Angela gagnait. Cela a été possible grâce aux soins dévoués de la nouvelle équipe médicale, qui la surveillait en permanence. A ajuster les protocoles de traitement et, surtout, la considérer comme un être humain qui avait besoin d'être sauvé. Angela a été transférée des soins intensifs vers une chambre normale. Bien qu'encore faible, elle était hors de danger critique. Une porte vers un nouveau voyage ou une bataille contre une maladie chronique s'était ouverte. Après une longue bataille. Quand Angela a été libérée, Marcus l'a emmenée dans un petit café tranquille près de chez eux. Angela était encore faible, mais son moral s'était amélioré. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit et le docteur Kellen et Mia entrèrent. Tous deux semblaient avoir vieilli de 10 ans. Kellen, dépouillé de toute arrogance, était un homme maigre. Les yeux enfoncés par le manque de sommeil et le regret. Mia, les yeux bordés de rouge, s'avança, sa main serrant fermement celle de son père. Elle regarda Angela, la voix douce mais sincère. Mademoiselle Angela, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que mon père ferait une chose aussi terrible. Je suis vraiment désolé pour ce que mon père vous a fait. Des larmes coulaient sur les joues de Mia. Elle offrit à Angela un bouquet de lys blanc, symbole de pureté et d'excuses sincères. Kellen, rouge d'humiliation, s'inclina profondément. N'osant presque pas regarder Angela. Sa voix était rauque, étouffée par l'émotion. Mademoiselle Moore, je ne sais pas quoi dire. Je regrette sincèrement ma négligence. Mes préjugés qui m'ont aveuglé. J'ai eu tort. J'ai failli vous ôter la vie. Je sais que mes excuses ne changeront rien à ce qui s'est passé. Mais j'espère que vous me donnerez une chance de me racheter. J'ai tout perdu, mais le plus douloureux, c'est de vous avoir blessé et d'avoir déçu ma fille. Il n'osait plus se justifier ni se défendre. Seul subsistaient de sincères remords et la douleur d'avoir perdu sa carrière, son honneur et la confiance de sa fille. Angela regarda Kellen et Mia.
La blessure émotionnelle était toujours là, mais voir les remords sincères du père et de la fille, en particulier de Mia, qui n'était pas directement impliqué mais se sentait toujours responsable, a apaisé une partie de sa douleur. Marcus posa une main sur l'épaule d'Angela, les yeux l'encourageant. Angela prit une profonde inspiration, les yeux humides mais fermes. « Docteur Kellen, j'ai vécu un cauchemar. Vos préjugés ont failli me tuer. Je ne peux pas dire que je vous pardonne immédiatement. Mais je crois au changement. Le plus important maintenant est que vous tiriez les leçons de votre expérience et que vous vous engagiez à changer pour que personne d'autre ne souffre comme moi. » Elle regarda Mia doucement et sourit. « Mia, merci. Tu m'as montré qu'il y avait encore de l'espoir. Sois toujours la voix de ce qui est juste. » Après cette rencontre, Angela a continué son cheminement vers la guérison, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Le syndrome de stress post-traumatique persistait, mais elle l'a courageusement affronté. Elle a commencé à partager son histoire plus publiquement, devenant une ardente défenseur de l'égalité dans les soins de santé. Angela a commencé à travailler avec Marcus et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme pour établir un programme éducatif sur les préjugés inconscients en médecine, visant à garantir que personne d'autre ne subisse ce qu'elle a subi. Marcus Moore, tirant parti de son influence en tant que dirigeant du secteur technologique, a continué à impulser le changement. Il s'est associé à de grands hôpitaux à l'échelle nationale pour mettre en œuvre des programmes de formation à la diversité et à l'inclusion. L'histoire d'Angela est devenue une étude de cas enseignée dans les écoles de médecine et les cours de formation du personnel de santé. Quant à Kellen, sa licence médicale lui a été révoquée. Sa famille, y compris Mia, a été confrontée à des critiques et à l'ostracisme de la part de la communauté. Kellen était rejeté. Incapable de trouver un travail comparable et confronté à des regards critiques partout où il allait. Mia a également été affectée. Ses amis ont pris leur distance et elle a été victime de moqueries à l'école à cause des agissements de son père. Les regrets de Kellen s'approfondirent lorsqu'il vit sa fille subir les conséquences de ses erreurs. Cependant, alors que tout semblait désespéré, quelque chose d'inattendu s'est produit. Angela et Marcus ont publiquement défendu Kellen et Mia. Marcus, lors d'une interview télévisée nationale, a déclaré « Nous avons réclamé justice pour Angela et nous l'avons obtenue. Mais cela ne signifie pas que nous voulons détruire la vie de quelqu'un qui a reconnu ses erreurs. Le docteur Kellen a eu tort, mais il en a assumé les conséquences et éprouve de profonds remords. Nous croyons aux secondes chances. Plus important encore, nous ne voulons pas qu'une enfant comme Mia subisse la punition des erreurs d'un adulte. Nous avons besoin d'éducation, pas de destruction. » Lors d'un discours émouvant prononcé lors d'une conférence sur l'égalité des soins de santé, Angela déclara « J'ai enduré une douleur indicible, mais j'ai aussi été témoin de remords sincères. Je crois que le docteur Kellen peut changer. Et que Mia ne mérite pas de porter ce fardeau. Notre société doit offrir des possibilités d'expiation. Afin que des personnes comme Kellen puissent contribuer positivement. Plutôt que d'être acculées au désespoir. » Grâce au plaidoyer vigoureux d'Angela et de Marcus, l'opinion publique évolua peu à peu. Après de longues années difficiles, Kellen trouva enfin un emploi dans le secteur de la santé communautaire, où il put mettre à profit ses connaissances médicales pour aider les personnes vulnérables, sans jamais être jugé sur leur statut ou leur couleur de peau. Ce fut un long chemin vers l'expiation. Mais Kellen entama ce voyage avec Mia comme motivation et compagne. Mia devint ensuite une militante sociale active, luttant avec force pour l'égalité et la justice. Elle et Angela restèrent en contact, construisant un lien spécial, fondé sur la compréhension et l'espoir. L'histoire du cauchemar de la pierre la plus blanche devint une leçon coûteuse. Un rappel que la justice trouve toujours son chemin. Et que les voix des opprimés, aussi petites soient-elles, finiront par être entendues. C'est aussi une histoire de remords, de seconde chance, et de changement qui surgit parfois des lieux les plus inattendus. Lorsque la compassion triomphe de la colère. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.